Merci pour le resub, Jessie, c'est trop gentil. Trop, trop gentil. Alors, j'ai rien oublié, je crois, c'est bon. Ça va finir par s'installer. Is ok. Du coup, aujourd'hui... Voilà. Aujourd'hui, on va commencer Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Déjà, je vais commencer par dépioter tout ça. Je me bute pour pas faire trop de bruit. Et bonsoir. Bonsoir. Putain, merci Yas. Du coup, ce soir, on commence. Yes, quel plaisir. Non, bah tu peux le bannir définitivement, Yes, du coup. On n'est pas là pour ça. C'est vrai que c'est super. Du coup, aujourd'hui, on va commencer Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et coucou Pikachu, comment ça va? Je reste en l'heure que je joue avec les copains. Et ben bon jeu. Yes, c'est bon. Lire tout ça du coup. Super, quel plaisir. Non mais t'inquiète, hein, y a pas de soucis. J'attendais quand j'ai vu les trois arriver. Je me suis dit ça pue. Attendre un petit peu. Voilà. Histoire de... En tout cas celui-là, la couverture est très sympa. Il y a plein de références que je ne dirai pas du coup parce que bon... Voilà. Ok. Ça va aller Yas du coup. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais sinon vous inquiétez pas, hein, je peux le faire aussi. Pas de soucis. Je sais même pas combien il y a de chapitres dans celui-là. Voilà, il y a un super dessin. Oh la vache. Jessie, il faudra que je te montre ça en privé. C'est trop bien parce que ça va vous spoiler. Sûr, je ne le montrerai pas. Mais trop bien en fait, voilà. Puis, on envoie de la broyasse du coup. Pas trop envie d'en parler, on l'a désolé, pas de soucis, t'inquiète. Pas de soucis. Alors, désolé. Bah, du coup, je suis arrivé, j'ai mangé devant le live d'Elodie. Et j'étais en train de finir de manger quand j'ai lancé déjà. Donc, voilà. Yes, on est là. Bon, alors, visiblement, j'ai été signalé pour nudité. Donc, je pense qu'on va peut-être avoir des potes de Twitch qui vont passer, qui vont se rendre compte que je ne suis pas à poil. Ils vont rester déçus, mais bon, c'est la vie. Écoute, tant mieux pour toi, mais on s'en fout en fait. Donc, du coup, voilà. Alors, plan de l'école. Ah, il y a un plan de l'école dans celui-ci. Bon, ça, je peux vous montrer, ça spoil pas du tout. C'est. Pardon, je vais éviter de frotter mon micro. C'est une gravure du coup de Salazar Serpentard. Désolé pour le cadrage dégueulasse. Vraiment très sympa. Et du coup, il y a le griffon, le blaireau, le. Comment dire, le corbeau et le serpent, du coup. Ah ouais, bon, ça va. De toute façon, c'est pas très grave. Donc, il y a tout un truc sur Serpentard parce qu'en fait, j'ai l'édition du coup des 20 ans. Et du coup, il y a plein de petits bonus. Genre ça aussi. Hop. Qui est en fait un plan de l'école. Voilà, très sympathique. Hop.
pense que tout le monde est parti, en tout cas les relous. On va commencer. Chapitre 1. Hibou Express. À bien des égards, Harry Potter était un garçon des plus singuliers. Tout d'abord, il détestait les vacances d'été. C'était la période de l'année la plus déplaisante à ses yeux. Ensuite, il tenait absolument à faire ses devoirs de vacances, mais il était obligé de les faire en secret, au beau milieu de la nuit. Enfin, il faut également signaler que Harry Potter était un sorcier. Minuit approchait. Les couvertures tirées par-dessus sa tête comme une tente. Harry était allongé à plat ventre sur son lit, une lampe torche dans une main, un livre relié plein cuir ouvert sur son oreille. Il s'agissait d'une histoire de la magie par Bathilda Tour-de-Sac. Les sourcils froncés, Harry Potter fit courir le long de la page la pointe de la plume d'aigle qu'il tenait dans son autre main. Il cherchait des idées pour une dissertation sur le sujet suivant: la crémation des sorcières du XIVe siècle était totalement inefficace, commentée et discutée. Sa plume s'arrêta au début d'un paragraphe qui semblait lui convenir. Harry remonta sur son nez ses lunettes rondes, approcha sa lampe torche du livre et lut ce qui était écrit. J'espère que vous entendez pas trop ça, ce qui fait pas mal de bruit. Au Moyen-Âge, les personnes dépourvues de pouvoirs magiques, appelées communément moldus, ressentaient une terreur particulière à l'égard de la sorcellerie, mais étaient souvent incapables de reconnaître ceux qui la pratiquaient vraiment. Lorsque, par extraordinaire, un sorcier ou une sorcière doté de réels pouvoirs magiques était capturé, sa condamnation au bûcher n'avait aucun effet. Le condamné se contentait de jeter un simple sortilège de gel-flamme, puis, semblant de se tordre de douleur dans l'apparente fournaise, alors qu'en réalité il n'éprouvait qu'une agréable sensation de chatouillis. Gwendoline, la fantasque par exemple, était toujours ravie de se faire brûler vive, à tel point qu'elle s'arrangea pour être capturée 47 fois, sous divers déguisements. Harry tint sa plume entre ses dents et glissa une main sous l'oreiller pour prendre une bouteille d'encre et un rouleau de parchemin. Avec des gestes lents et précautionneux, il dévissa le bouchon de la bouteille, trempa sa plume dans l'encre et se mit à écrire en s'arrêtant de temps à autre pour tendre l'oreille. Car si l'un des membres de la famille Dursley se tenait dans la salle de bain à cet instant et entendait au passage le grattement de la plume sur le parchemin, Harry avait toutes les chances de passer le reste de l'été enfermé dans le placard sous l'escalier. C'était précisément à cause de la famille Dursley, domiciliée au 4 Privet Drive, que Harry n'avait jamais eu le loisir d'apprécier les vacances d'été. L'oncle Vernon, la tante Pétunia et leur fils Dudley étaient les seuls parents encore vivants de Harry. Ils appartenaient au monde des moldus et avaient à l'égard de la magie une attitude très médiévale. Son père et sa mère, eux-mêmes sorciers, étaient morts depuis longtemps, et jamais on n'évoquait leurs souvenirs sous le toit des Dursley. Pendant des années, la tante Pétunia et l'oncle Vernon avaient espéré qu'en tyrannisant Harry, il parviendrait à détruire tout ce qu'il y avait de magique en lui. À leur grande fureur, leurs efforts s'étaient révélés vains, et ils vivaient à présent dans la hantise qu'un jour, quelqu'un finisse par découvrir que, depuis 2 ans, Harry suivait ses études au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Tout ce qui pouvait faire les Dursley, c'était lui interdire catégoriquement de parler aux voisins et mettre sous clé, dès le début des vacances, les grimoires, les baguettes magiques, le chaudron et le balai de Harry pour l'empêcher de s'en servir. L'impossibilité de consulter ses livres compliquait la vie de Harry, car les professeurs du collège Poudlard lui avaient donné à faire de nombreux devoirs de vacances. Le plus difficile d'entre eux était destiné au professeur Rogue et avait pour sujet la potion de ratatinage. Harry n'avait aucune sympathie pour le
professeur Rogue. Celui-ci le lui rendait bien, et il aurait été ravi de lui infliger une retenue d'un mois entier s'il ne lui apportait pas son devoir à la date prévue. Mais Harry avait-il saisi l'occasion qui lui avait été offerte dès la première semaine de vacances, pendant que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et leur fils Dudley étaient sortis dans le jardin admirer la nouvelle voiture de l'oncle Vernon en s'extasiant bruyamment pour que tout le voisinage soit au courant. Harry s'était glissé au rez-de-chaussée, avait crocheté la serrure du placard sous l'escalier et pris quelques-uns de ses livres pour les cacher dans sa chambre. Du moment qu'il veillait à ne pas faire de taches d'encre sur les draps, les Dursley ne s'apercevraient jamais qu'il passait une partie de la nuit à étudier la magie. Harry tenait à éviter tout conflit avec sa tante et son oncle. Leur humeur à son égard était déjà exécrable à cause d'un coup de téléphone qu'un de ses camarades sorciers lui avait donné au début des vacances. Ron Weasley, un des meilleurs amis de Harry au collège Poudlard, était né dans une famille qui ne comportait que des sorciers. Il savait donc beaucoup de choses que lui-même en matière de magie, mais n'avait en revanche jamais eu l'occasion de se servir d'un téléphone. Par malchance, c'était l'oncle Vernon qui avait décroché. Mais il fait un de ces boucans, c'est pas possible. Allô, Vernon Dursley, j'écoute. Harry, qui se trouvait juste à côté, s'était figé sur place en entendant la voix de Ron s'élever du combiné. Allô, vous m'entendez? Je veux parler à Harry Potter. Ron criait si fort que l'oncle Vernon avait sursauté en écrasant vivement le combiné, qu'il regrettait avec une expression de fureur mêlée d'inquiétude. Qui parle? avait-il rugi en direction de l'appareil. Qui êtes-vous? Ron Weasley, avait répondu Ron en hurlant comme si l'oncle Vernon et lui s'étaient trouvés à au moins 2 extrémités d'un terrain de football. Je suis un camarade d'école de Harry. Je crois que son but ça va être de faire le plus de bordel possible ce soir. Maintenant ça va. Les petits yeux de l'oncle Vernon s'étaient aussitôt tournés vers Harry, toujours pétrifié. Il n'y a pas de Harry Potter ici, avait-il donné en tenant le combiné au bout de bras, comme s'il avait eu peur de le voir exploser. Je ne sais pas de quelle école vous parlez. Ne téléphonez plus jamais ici. Ne vous approchez jamais de ma famille. Et il avait jeté le combiné sur son socle, comme s'il s'était agi d'une araignée venimeuse. Harry avait alors subi un des pires débordements de fureur qu'il eût jamais connu. Comment oses-tu donner notre numéro de téléphone à des gens comme toi? Avait tempêté l'oncle Vernon en l'inondant de postillons. De toute évidence, Ron s'était rendu compte qu'il avait attiré des ennuis à Harry, car il n'avait plus rappelé. Hermione Granger, son autre meilleur ami, n'avait pas essayé de l'appeler. Harry se doutait que Ron lui avait conseillé de ne pas lui téléphoner, et c'était bien dommage. Hermione, la meilleure élève de sa classe, avait en effet des parents moldus. Elle savait très bien se servir d'un téléphone et n'aurait jamais commis l'imprudence de dire qu'elle était une condisciple de Poudlard. Ainsi, pendant 5 longues semaines, Harry n'avait eu aucune nouvelle de ses amis sorciers, et ses vacances d'été se révélaient presque aussi détestables que celles de l'année dernière. Il n'y avait qu'une toute petite amélioration. Après avoir juré qu'il ne l'utiliserait pas pour envoyer des lettres à ses amis, Harry avait été autorisé à laisser Hedwige, sa chouette, se promener librement la nuit. L'oncle Vernon avait fini par céder pour mettre fin au vacarme que faisait Hedwige lorsqu'elle restait enfermée trop longtemps dans sa cage. Harry acheva de prendre ses notes sur Gwendoline la fantasque et s'interrompit pour tendre à nouveau l'oreille. Et coucou, merci pour le raid. Comment ça va? Ça s'est bien passé ton live? J'ai écouté un petit peu du travail, mais ça captait pas bien. J'ai vu tout ton truc en assuré. Et merci pour le follow, c'est gentil. Bienvenue, installez-vous bien. Je sais pas où j'étais rendu. Harry acheva de prendre ses notes sur Gwendoline la fantasque et s'interrompit pour tendre à nouveau l'oreille. Seuls les lointains
neutraliser sa fatigue, et il estima préférable de finir son devoir le lendemain. Bonne nuit à vous, du coup. Il reboucha la bouteille d'encre, enveloppa sa lampe torche, son livre, son parchemin, sa plume et l'encre dans une vieille thé d'oreiller, se leva et alla cacher le tout sous une lame de parquet brûlante, dissimulée par son lit. Puis, il se releva, s'étira et regarda l'heure sur le cadran lumineux de son réveil, posé sur la table de nuit. Il était 1 heure du matin. Harry sentit alors une étrange contraction dans son estomac. Depuis 1 heure, il avait 13 ans et ne s'en était même pas aperçu. Un autre trait inhabituel de la personnalité de Harry, c'était le peu d'enthousiasme qu'il ressentait à l'approche de son anniversaire. De sa vie, il n'avait jamais reçu une carte pour le lui souhaiter. Les 2 dernières années, les Dursley n'avaient pas pris la peine de le fêter, et il n'y avait aucune raison pour qu'il s'en souvienne davantage cette année. Harry traversa la pièce plongée dans l'obscurité. Il passa devant la cage vide des Twitch et s'arrêta devant la fenêtre ouverte. Il s'appuya sur le rebord, appréciant la fraîcheur de l'air nocturne sur son visage, après tout ce qui s'était passé sous les couvertures. Il y avait maintenant 2 nuits qu'Edwidge n'était pas rentré, mais Harry n'était pas inquiet. Il lui était déjà arrivé de s'absenter aussi longtemps. Il espérait cependant qu'elle serait bientôt de retour. Dans cette maison, c'était le seul être vivant qui n'avait pas un mouvement de recul en le voyant. Bien qu'il fût encore petit et maigre pour son âge, Harry avait grandi de plusieurs centimètres au cours de l'année écoulée. Ses cheveux d'un noir de jet, n'avaient pas changé. Ils étaient toujours en bataille et restaient obstinément rétifs. À tous ses efforts pour les coiffer. Derrière ses lunettes, ses yeux brillaient d'un vert étincelant et sur son front, parfaitement visible derrière une mèche de cheveux, se dessinait une mince cicatrice en forme d'éclair. Davantage encore que tout le reste, cette cicatrice représentait ce qu'il y avait de plus extraordinaire chez Harry. Contrairement à ce que les Dursley avaient prétendu pendant 10 ans, il n'était pas un souvenir de l'accident de voiture qui avait tué ses parents, pour la bonne raison que Lee et James Potter n'étaient pas morts dans un accident de la route. Ils avaient été assassinés par le mage noir le plus redoutable qu'on ait connu depuis un siècle, Lord Voldemort. Harry, lui, avait survécu à l'attaque en s'en tirant avec une simple cicatrice sur le front. Au lieu de le tuer, le sort que lui avait lancé Lord Voldemort s'était retourné contre son auteur, et le sorcier maléfique avait dû prendre la fuite dans un état proche de la mort. Mais depuis que Harry était entré au collège Poudlard, il s'était à nouveau retrouvé face à face avec l'effroyable mage noir. Accoudé au rebord de la fenêtre, Harry contemplait le ciel nocturne, en se disant qu'il avait eu de la chance de pouvoir atteindre son 13e anniversaire. Il scruta l'obscurité dans l'espoir d'apercevoir Edwidge. Peut-être allait-elle apparaître avec dans son bec un cadavre de souris qu'elle lui apporterait en s'attendant à recevoir des félicitations. Le regard perdu vers les toits des maisons environnantes, Harry mit quelques secondes à se rendre compte de ce qui se passait devant ses yeux. Sa silhouette découpée dans une lueur de la lune, une grande créature étrangement penchée de côté battait des ailes dans la direction de Harry. Immobile, il la regarda descendre vers lui. Pendant une fraction de seconde, il hésita, la main sur la poignée de la fenêtre, en se demandant s'il ne ferait pas mieux de la refermer. Mais, au même moment, la créature passa au-dessus d'un réverbère de Privet Drive. Harry vit alors de quoi il s'agissait, et fit aussitôt un pas de côté. 3 hiboux s'engouffrèrent par la fenêtre ouverte. 2 d'entre eux portaient le 3e qui semblait évanoui. Ils atterrirent sur le lit, dans un bruit mou, et le hibou, évanoui, recula sur le dos, les ailes en croix. Un paquet était attaché à ses pattes. Harry reconnut aussitôt le hibou inanimé. C'était un gros oiseau gris qui s'appelait Errol et appartenait à la famille Weasley. Harry se précipita sur le lit, détacha la ficelle autour de ses pattes et prit le paquet. Puis, il porta
remonta le hibou dans la cage des Twitch. Errol entr'ouvrit un œil vitreux et s'échappait un faible ululement en guise de remerciement et se mit à boire de l'eau à la longue gorgée. Harry se tourna vers les deux autres hiboux. L'un d'eux, une chouette au plumage d'un blanc neige, n'était autre qu'Edwidge. Elle aussi portait un paquet et semblait très contente d'elle. Elle donna un affectueux coup de bec à Harry, tandis qu'elle lui enlevait son fardeau. Puis elle traversa la pièce d'un coup d'aile pour rejoindre Errol. Harry ne connaissait pas le troisième oiseau, un magnifique hibou au plumage fauve, mais il sut tout de suite d'où il venait, car en plus d'un troisième paquet, il portait une lettre sur laquelle il reconnut immédiatement le sceau du collège, Poudlard. Lorsqu'Harry lui délivrait de son courrier, l'oiseau s'ébouriffa ses plumes d'un air avantageux, déploya une aile et s'envola par la fenêtre, dans les profondeurs de la nuit. Harry s'assit sur son lit, prit le paquet qu'avait apporté Errol, arracha le papier craft qui le protégeait et découvrit un cadeau enveloppé dans du papier doré, ainsi que la première carte d'anniversaire qu'il eût jamais reçue. Les doigts légèrement tremblants, il ouvrit l'enveloppe d'où s'échappaient 2 morceaux de papier. Une lettre et une coupure de journal. De toute évidence, la coupure provenait de la Gazette du Sorcier. Car les personnages représentés sur la photo en noir et blanc qui accompagnait l'article ne cessaient de bouger. Harry lisa le morceau de papier. Employé du ministère de la Magie remporte le Grand Prix. Arthur Weasley, directeur du service des détournements de l'artisanat moldu, a remporté le Grand Prix de la loterie du Galion, organisé chaque année pour la Gazette du Sorcier. Monsieur Weasley, ravi, nous a déclaré: cet or va nous servir à faire cet été un voyage en Égypte où se trouve Bill, notre fils aîné. Il travaille là-bas comme conjureur de sorts pour le compte de la banque Gringotts, la banque des sorciers. La famille Weasley va passer un mois en Égypte et ce sera de retour pour la rentrée des classes au collège Poudlard où 5 des enfants Weasley poursuivent leurs études. Harry examina la photographie animée et un sourire éclaira son visage lorsqu'il vit les 9 membres de la famille Weasley lui faire des grands signes de la main devant une pyramide égyptienne. Il reconnut Madame Weasley, petite et dodue, la haute silhouette et le crâne chaud de Monsieur Weasley, ainsi que leurs 6 garçons et leurs filles qui avaient tous des cheveux d'un roux éclatant, bien qu'il fût impossible de s'en rendre compte sur une photo en noir et blanc. Grand et dégandé, Ron se tenait au centre du cliché. Il avait son rat croutard sur l'épaule et tenait enlacée sa petite sœur Ginny. Harry ne connaissait personne qui, plus que les Weasley, avait mérité de gagner un joli tas d'or. Ils étaient en effet extrêmement pauvres et d'une générosité sans égale. Harry déplia ensuite la lettre de Ron. Cher Harry, joyeux anniversaire. Je suis vraiment désolé pour le coup de téléphone. J'espère que les moldus ne t'en ont pas trop voulu. J'en ai parlé à papa et il m'a dit que je n'aurais pas dû crier comme ça. L'Égypte, c'est formidable. Bill nous a montré les tombeaux des pharaons et tu ne peux pas imaginer tous les mauvais sorts que les sorciers égyptiens ont jetés pour les protéger. Maman a interdit à Ginny de visiter le dernier. Il était plein de squelettes mutants. C'était des restes de moldus qui avaient voulu entrer et qui s'étaient retrouvés avec 2 têtes ou des trucs dans ce genre-là. J'ai eu du mal à le croire quand papa a gagné le gros lot, la Gazette du Sorcier. 700 galions d'or. On en a dépensé la plus grande partie au cours de ce voyage, mais il va nous en rester suffisamment pour que mes parents puissent m'acheter une nouvelle baguette magique à la rentrée. Harry ne se souvenait que trop bien des circonstances dans lesquelles la vieille baguette de Ron s'était cassée. Ce soir-là, ils étaient arrivés à Poudlard en voiture volante et s'étaient écrasés contre un arbre du parc. Nous serons de retour environ une semaine avant la rentrée des classes et on ira à Londres chercher nos manuels scolaires et ma nouvelle baguette magique. Peut-être que tu pourras nous retrouver là-bas. Ne te laisse pas faire par les moldus et essaye de venir à Londres. PS. Percy a été nommé préfet en chef. Il a reçu la nouvelle la semaine dernière. Harry regarda à nouveau la photo. Percy, qui allait entrer en 7e et dernière année à Poudlard,
l'insigne de préfet en chef était épinglé sous le qu'il avait fièrement posé sur ses cheveux soigneusement coiffés. Ses lunettes à la monture d'écaille étincelaient au soleil d'Égypte. Harry déballa son cadeau. Il découvrit dans la boîte quelque chose qui ressemblait à une petite toupie en verre. Il y avait un autre mot de la main de Ron. Harry, il s'agit d'un scrotoscope de poche. Lorsque quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance se trouve dans les parages, il doit normalement s'allumer et se mettre à tourner. Bill prétend que c'est un attrape-nigo sorciers qui font du tourisme. Il dit qu'on ne peut pas s'y fier, sous prétexte qu'il est resté allumé pendant tout le dîner hier soir. Mais il ne s'était pas rendu compte que Fred et George avaient mis des scarabées dans sa soupe. Salut. Harry posa le scrotoscope de poche sur la table de chevet où il resta immobile, en équilibre sur sa pointe. Reflétant les aiguilles lumineuses de son réveil, il le contempla avec satisfaction pendant quelques secondes, puis s'intéressa au paquet qu'Edwidge lui avait apporté. Il contenait également un cadeau, une carte d'anniversaire et une lettre de la main d'Hermione cette fois. Cher Harry, Ron m'a écrit et m'a raconté son coup de téléphone à ton oncle Vernon. J'espère que tu n'as pas eu trop d'ennuis. Je suis en vacances en France et je me demandais comment j'allais te faire parvenir ce paquet. J'avais peur qu'il l'ouvre à la douane. Heureusement, Edwidge est arrivé. Je crois bien qu'elle voulait être sûre qu'on t'envoie quelque chose pour ton anniversaire cette fois-ci. J'ai trouvé ton cadeau grâce à une société de vente Paribou qui avait passé une petite annonce dans la Gazette du Sorcier. Je me l'avais envoyé ici, c'est tellement agréable de rester en contact avec le monde de la sorcellerie. Tu as vu la photo de Ron et de sa famille la semaine dernière. Je suis sûre qu'il doit t'apprendre des tas de choses là-bas. Tu ne peux pas savoir à quel point je l'envie. Les sorciers de l'Égypte ancienne étaient des personnages fascinants. Ici aussi, il y a quelques histoires intéressantes de sorcellerie régionale. J'ai entièrement réécrit mon devoir d'histoire de la magie pour y inclure certaines choses que j'ai découvertes. J'espère que ma copie n'est pas trop longue. J'ai fait 2 rouleaux de parchemin de plus que ce que le professeur Binns avait demandé. Ron dit qu'il sera à Londres au cours de la dernière semaine de vacances. Pourras-tu y être aussi? Est-ce que ton oncle et ta tante te laisseront venir? J'espère que oui. Sinon, je te verrai dans le Poudlard Express le 1er septembre. Amitié, Hermione. PS. Ron m'a dit que Percy avait été nommé préfet en chef et il doit être enchanté. Mais Ron n'a pas l'air de trouver ça réjouissant. Harry éclata de rire en repassant la lettre d'Hermione, puis il prit le paquet qu'elle lui avait envoyé. Il était lourd, connaissait Hermione, et il s'attendait à trouver un gros livre plein de formules magiques d'une extrême difficulté. Mais ce n'était pas ça. Son cœur fit un bond dans sa poitrine lorsqu'il déchira le papier et vit un étui de cuir noir sur lequel était gravé en lettres d'argent, nécessaire à balai. « Ouh là là, Hermione, murmura-t-il, en faisant glisser la fermeture éclair de l'étui. Il contenait une grande bouteille de crème à polir spécialement chapalée, une paire de cisailles à brandille, une minuscule boussole en cuivre attachée au manche pour les longs voyages, et un manuel d'entretien de balai. En dehors de ses amis, ce qui manquait le plus à Harry, c'était lorsqu'il était loin de Poudlard, c'était le Quidditch, un sport dangereux et passionnant qu'on pratiquait sur des balais et qui était particulièrement apprécié dans le monde des sorciers. Harry était un excellent joueur de Quidditch. Depuis un siècle, c'était le plus jeune joueur sélectionné dans une équipe de Poudlard et son balai de course, un superbe Nimbus 2000, était sans nul doute l'une des choses auxquelles il tenait le plus. Harry prit le 3e paquet. Il reconnut immédiatement l'écriture brouillonne de son expéditeur. Le cadeau venait de Hagrid, le garde-chasse de l'école. Il déchira le papier et aperçut un objet vert qui semblait en cuir. Mais avant qu'il ait eu le temps de le déballer entièrement, le contenu du paquet se mit à frémir et laissa échapper une série de bruits secs et sonores, comme des craquements de mâchoires. « Ok, Jessie. » Harry se figea. Il savait que Hagrid ne lui aurait jamais envoyé volontairement quelque chose de dangereux. Mais Hagrid n'avait pas la notion du danger que la moyenne des gens normaux.
Nul ignorait qu'il éprouvait une grande tendresse pour les araignées géantes, qu'il s'était empressé d'acheter un redoutable chien à 3 têtes à un étranger dans un pub et qu'il dissimulait volontiers des yeux de dragon dans sa cabane. Avec précaution, Harry appuya du bout de son doigt sur le paquet et émit à nouveau des claquements. Saisissant sa lampe de chevet, il la leva au-dessus de sa tête, prêt à frapper. Puis, il attrapa entre le pouce et l'index le papier qui enveloppait le paquet et tira d'un coup. Il vit alors tomber un livre. Harry eut tout juste le temps de remarquer son élégante couverture verte sur laquelle était gravé en titre et en lettres d'or le monstrueux livre des monstres, que l'objet se dresse sur le bord de la reliure et se met à courir sur le lit comme un crabe saugrenu. Aïe aïe aïe, marmonna Harry. Le livre sauta du lit avec un bruit sourd, traversa rapidement la pièce et alla se réfugier sous le bureau. En priant le ciel pour que les Dursley ne se réveillent pas, Harry se mit à quatre pattes, en essaya de l'attraper. Oui, le livre se referma violemment sur sa main et prit la fuite en continuant de se déplacer sur les bords de la reliure qu'il ouvrait et refermait comme des mâchoires. Harry se releva et se rua sur le livre et parvint à l'aplatir contre le sol. Pardon. Dans la chambre voisine, l'oncle Vernon émit dans son sommeil un grognement sonore. Très intéressé, Edwidge et Errol regardaient Harry serrer dans ses bras le livre qui se débattait avec fureur, puis se précipiter vers la commode et sortir une ceinture qu'il boucla étroitement autour de la reliure. Le livre monstrueux frémit de colère, mais il ne pouvait plus remuer sa couverture et Harry le jeta sur le lit. Il lut alors la carte d'Hagrid. « Cher Harry, joyeux anniversaire. J'ai pensé que ce livre pourrait être utile cette année. Je n'en dis pas plus maintenant. Je t'en parlerai quand on se verra. J'espère que les moldus te traitent convenablement, avec toute mon affection, Hagrid. » Harry trouvait inquiétant que Hagrid estime utile de posséder un livre mordeur au cours de l'année scolaire, mais l'essentiel, à ses yeux, c'était toutes ces cartes d'anniversaire qu'il rassembla en un large sourire. Il ne lui restait plus qu'à lire la lettre qui venait du collège Poudlard. Il ouvrit l'enveloppe et remarqua qu'elle était plus épaisse que d'habitude. Il en retira un parchemin sur lequel était écrit « Cher Monsieur Potter, vous voudrez bien prendre note que la nouvelle année scolaire commencera le 1er septembre. Le Poudlard Express partira de la gare King's Cross, quai numéro 9 3/4 à 11h précises. Lors de certains week-ends, les élèves de 3e année auront la possibilité de visiter le village de Préolard. À cet effet, vous voudrez bien faire signer par un parent ou toute autre personne responsable l'autorisation de sortie ci-jointe. Vous trouverez également sous ce pli la liste des livres qui vous seront nécessaires au cours de l'année scolaire. Avec mes meilleurs sentiments. Professeur McGonagall, directrice adjointe. » Harry jeta un coup d'œil au formulaire d'autorisation de sortie et son sourire s'effaça. Il aurait été ravi de pouvoir se promener dans le village de Préolard pendant les week-ends. C'était un village entièrement peuplé de sorciers et il n'y avait jamais mis les pieds. Mais comment pouvait-il espérer convaincre l'oncle Vernon ou la tante Pétunia de signer l'autorisation? Le réveil indiquait 2 heures du matin. Harry estima préférable d'oublier le formulaire jusqu'au lendemain. Il se remit au lit et traça une croix de plus sur le calendrier qu'il s'était fait pour compter les jours qui le séparaient de la rentrée à Poudlard. Il enleva ensuite ses lunettes et s'allongea, ses grands yeux ouverts en contemplant ses 3 cartes d'anniversaire. Si étrange que cela puisse paraître, Harry Potter, en cet instant, avait l'impression d'être comme tout le monde pour la première fois de sa vie. Il était content que ce jour soit celui de son anniversaire. On a fini le chapitre 1. Pas trop.
ses cadeaux d'anniversaire, c'était les premiers apparemment de sa vie. Enfin, pas les premiers de sa vie, mais bon. Bonne nuit, Yaz. Dis bisous, repose-toi bien. J'espère que ça va aller quand même. Dis bisous. Chapitre 2. La grosse erreur de la tante Marge. Le lendemain, lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner, Harry trouva les trois Dursley déjà assis autour de la table de la cuisine. Ils étaient en train de regarder une télévision toute neuve, un cadeau de l'oncle Vernon à la tante Pétunia, et au début des vacances à leur fils Dudley, qui s'était plaint bruyamment sur le chemin séparant le réfrigérateur de la télévision du living room était beaucoup trop long pour lui. Dudley avait passé la plus grande partie de l'été dans la cuisine, ses petits yeux porcins rivés sur l'écran, ses 5 mentons tremblotant d'avidité, tandis qu'il s'en priverait continuellement. Harry s'assit entre Dudley et l'oncle Vernon, un homme grand et massif, quasiment dépourvu de cou, mais doté d'une importante moustache. Non seulement personne ne se donna la peine de le souhaiter bon anniversaire à Harry, mais il se semblait même pas avoir remarqué sa présence. Il était habitué à ce genre d'attitude et ne s'en souciait guère. Harry prit un toast et regarda le journaliste qui annonçait les nouvelles. Il était question de l'évasion d'un prisonnier. Les autorités précisent que Black est armé et très dangereux. Un numéro vert a été spécialement mis en place pour permettre à toute personne qui apercevrait le fugitif de le signaler immédiatement. Pas la peine de préciser qu'il est dangereux, grommela l'oncle Vernon, en relevant les yeux de son journal pour regarder la photo du prisonnier qui venait d'apparaître à l'écran. Tu as vu comme il est sale, tu as vu ses cheveux. Il jeta un regard oblique à Harry dont les cheveux en bataille provoquaient chez l'oncle Vernon une continuelle exaspération. Pourtant, comparé à la photo de l'homme au visage émacié et à la tinasse emmêlée qui lui tombait sur les épaules, Harry avait l'impression d'être coiffé avec le plus grand soin. Le journaliste réapparut. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche doit annoncer aujourd'hui. Et pas si vite, tapé l'oncle Vernon, lançant un regard furieux au présentateur du journal. Il ne nous a pas dit d'où ce fou furieux s'est échappé. Imaginez que ce sein glisse au coin de la rue. La tante Pétunia, une femme maigre au visage chevalin, se leva d'un bond et alla regarder par la fenêtre de la cuisine. Harry savait qu'elle aurait été ravie d'être la première à appeler le numéro vert. Il était difficile de trouver plus fouineuse qu'elle et rien ne l'intéressait davantage que d'espionner ses voisins, dont la vie n'était pourtant qu'une longue et morne routine. Quand donc vous trompait-il bien comprendre, tempêta l'oncle Vernon en martelant la table de son gros poing violet, que seule la pendaison peut nous débarrasser de ces gens-là. Ça c'est vrai, approuva la tante Pétunia qui continuait d'observer attentivement les plants de haricots du jardin d'à côté. L'oncle Vernon vida sa tasse de thé, jeta un coup d'œil à sa montre, puis ajouta: Il ne faut pas que je tarde, Pétunia, le train de Marge arrive à 10 heures. Harry, dont les pensées étaient essentiellement occupées par son magnifique nécessaire à balai, fut soudain ramené à la réalité aussi brutalement que s'il était tombé de sa chaise. La tante Marge, balbutia-t-il. Elle vient ici. La tante Marge était la sœur de l'oncle Vernon, bien qu'elle ne fût pas directement apparentée à Harry, dont la mère avait été la sœur de la tante Pétunia. On l'avait forcée à l'appeler tante toute sa vie. La tante Marge habitait à la campagne, dans une maison, avec un grand jardin où elle faisait de l'élevage de bulldogs. Elle ne venait donc pas souvent à Bluet Drive, car, même pour quelques jours, elle ne pouvait supporter l'idée d'abandonner ses précieux molosses. Mais chacune de ces visites avait laissé dans la mémoire de Harry un souvenir cuisant. Merci Jessie. Je vais ouvrir aussi à tasse. Je vais le laisser rentrer au dodo dans la chambre parce qu'il pète un câble. J'arrive.
du 5e anniversaire de Dudley, la tante Marge avait donné des coups de canne dans le tibia de Harry pour l'empêcher de gagner au jeu des chaises musicales. Quelques années plus tard, pour Noël, elle avait apporté un robot électronique à Dudley et une boîte de biscuits pour chien à Harry. Cette dernière visite avait eu lieu 1 an avant l'entrée de Harry au collège Poudlard. Ce jour-là, il avait marché par mégarde sur la patte de Molaire, son chien préféré. Le molosse s'était rué à la poursuite de Harry, qui avait vu dans le jardin et n'était parvenu à lui échapper qu'en montant au sommet d'un arbre. À califochon sur une branche, il avait dû attendre minuit pour que la tante Marge consente enfin à rappeler son chien. Aujourd'hui encore, il arrivait à Dudley de pleurer de rire au souvenir de cet incident. Marge restera 1 semaine, lança l'oncle Vernon, et puisqu'on en parle, ajouta-t-il, en pointant sur Harry un index grassouillet et menaçant. C'est le moment de mettre quelques petites choses au point, avant que j'aille la chercher. Dudley ricana et détacha son regard de la télévision. Aucun spectacle ne l'enchantait davantage que de voir Harry redoyé par l'oncle Vernon. Pour commencer, grogna celui-ci, je te conseille de surveiller ta langue quand tu t'adresses à Marge. D'accord, répondit Harry d'un ton amer, à condition qu'elle en fasse autant quand elle s'adressera à moi. Deuxièmement, poursuivit l'oncle Vernon, comme s'il n'avait pas entendu. Étant donné que Marge ignore tout de ton anormalité, je ne veux surtout pas qu'elle se passe quelque chose de bizarre pendant qu'elle sera là. Tu vas te conduire convenablement, compris. Oui, mais il faudra qu'elle aussi se conduise bien, répliqua Harry entre ses dents. Et troisièmement, reprit l'oncle Vernon en plissant ses petits yeux méchants, qui n'étaient plus que 2 fentes de sa grosse face violacée. Nous avons dit à Marge que tu étais pensionnaire au centre d'éducation de jeunes délinquants récidivistes de Saint-Brutus. Quoi? Exclama Harry. Et tu as intérêt à ne pas démentir cette version, sinon tu auras des sérieux ennuis, lança l'oncle Vernon. Harry avait du mal à le croire. Le teint pâle, il resta immobile, fixant l'oncle Vernon d'un regard furieux. 1 semaine avec la tante Marge, c'était le pire cadeau d'anniversaire que les Dursley, lui avaient jamais fait, en comptant la fois où il lui avait offert une vieille paire de chaussettes de l'oncle Vernon. Pétunia, dit l'oncle Vernon, en relâchant sa grande carcasse, je pars à la gare. Tu veux venir avec moi, Duddy? Non, répondit Dudley qui avait reporté son attention sur l'écran de télévision. Duddy Nochet doit se faire beau pour recevoir sa tante Marge, dit la tante Pétunia, en caressant les épais cheveux blancs de son fils. Maman lui a acheté un ravissant nœud de papillon. L'oncle Vernon donna une tape avec Dieu sur l'épaule grasse de Dudley. À tout à l'heure, dit-il avant de sortir de la cuisine. Harry, qui était resté assis comme figé d'horreur, eut une idée soudaine. Lançant son toast dans son assiette, il se leva d'un bond et rejoignit dans le vestibule l'oncle Vernon, qui était en train de mettre sa veste. Ce n'est pas à toi que j'ai proposé de m'accompagner, gromma l'oncle Vernon en le voyant arriver. Comme si j'avais envie de venir, répliqua froidement Harry. Je voudrais simplement poser une question. L'oncle Vernon le regarda d'un air méfiant. Les élèves de 3e année de mon école peuvent aller se promener dans le village voisin un certain jour, dit Harry. Et alors, répliqua sèchement l'oncle Vernon, en prenant ses clés suspendues à un crochet. Je dois faire signer un formulaire pour pouvoir sortir du collège, dit précipitamment Harry. Et pourquoi devrais-je signer ce papier demanda l'oncle Vernon, à ton méprisant. Parce que, commença Harry en choisissant bien ses mots, parce que ça ne va pas être très facile pour moi de faire croire à la tante Marge que je suis pensionnaire de Saint-Machin. Centre d'éducation des jeunes délinquants récidivistes de Saint-Brutus, s'écria l'oncle Vernon. Harry fut enchanté d'entendre sa voix trahir une soudaine panique. C'est ça, oui, dit Harry, en contemplant d'une air tranquille le cou violacé de son oncle. Difficile à apprendre par cœur, et il faut que je paraisse convaincant. Qu'est-ce qui se passera si jamais je me trompe? Tu prendras la plus belle correction de ta vie, rugit l'oncle Vernon, en s'efforçant vers lui le poing levé. Mais Harry ne recula pas d'un pouce. La plus belle correction de ma vie,
ne suffira pas à faire oublier à la tante Marge ce que je lui aurais dit, répondit-il d'un air sombre. L'oncle Vernon s'immobilisa, le poing toujours pendu, le teint cramoisi. Une simple signature sur mon autorisation de sortie m'aiderait sûrement à me rappeler le nom de l'établissement où je suis censé être pensionnaire, reprit précipitamment Harry. Et je promets de me conduire comme un parfait je veux dire, de faire semblant d'être normal. De toute évidence, l'oncle Vernon réfléchissait intensément, malgré le rictus qui découvrait ses dents et la grosse veine qui battait sur sa tempe. Très bien, dit-il d'un ton sec. Je vais surveiller de près ton comportement pendant le séjour de la tante Marge. Si, je juge que tu t'es bien tenu, je signerai ta future autorisation. Il fit volte-face, ouvrit la porte et sortit en un claquant si fort que l'un des petits carreaux qui ornaient le haut du bateau se détacha et tomba par terre. Harry monta directement dans sa chambre sans repasser par la cuisine. S'il devait vraiment se comporter comme un moldu, autant commencer tout de suite. L'air triste, les gestes lents, il cacha ses cadeaux et la plume dans le parquet branlant. Puis il s'approcha de la cage d'Edwidge, et Roll semblait avoir retrouvé des forces. Tous deux s'étaient endormis. Harry poussa un soupir et se décida à les réveiller. Edwidge, dit-il d'un ton lugubre, il faut que tu t'en ailles pendant une semaine. Pars avec Harold. Et Harold s'occupera de vous. Je vais lui écrire un mot pour lui expliquer. Il ne me regarde pas comme ça, ajouta-t-il en voyant l'air de reproche dans les grands yeux couleur ambre de la chouette. Je n'y suis pour rien. C'est le seul moyen d'obtenir le droit d'aller après Poudlard avec Ron et Hermione. 10 minutes plus tard, Errol et Edwidge, un mot attaché à une patte, s'envolèrent par la fenêtre et disparurent, tandis que Harry, plus triste que jamais, rangeait la cage vide dans l'armoire. Mais Harry n'eut guère le loisir de se morfondre. Quelques instants plus tard, il entendit la voix perçante de la tante Pétunia qui lui criait de descendre pour se tenir prêt à accueillir leur invité. « Tu aurais pu arranger tes cheveux, lança-t-elle lorsqu'il arriva en bas des escaliers. Harry ne voyait pas beaucoup. Il aurait essayé de se coiffer. La tante Marge éprouvait un tel plaisir à le critiquer de plus que plus il paraissait négligé, plus elle serait satisfaite. Bientôt, il y eut un crissement de gravier lorsque l'oncle Vernon engagea la voiture dans l'allée. Puis, des claquements de portière et des bruits de pas. « Ouvre la porte !» ordonna la tante Pétunia d'une voix sifflante. La mine sinistre, l'estomac contracté, Harry s'exécuta. La tante Marge était déjà sur le seuil. Elle ressemblait à l'oncle Vernon, grande, massive, le teint violacé. Elle avait même une moustache, moins touffue que celle de son frère. Une énorme valise allemande. Elle tenait sous l'autre bras un vieux bulldog à l'air féroce. « Où est mon petit chéri ?» rugit la tante Marge. « Où est-il, mon petit-neveu adoré ?» Dudley s'avança dans le vestibule en se dandinant, ses cheveux blonds soigneusement plaqués sur sa tête grasse, un nœud de papillon tout juste visible sous ses multiples mentons. La tante Marge jeta sa valise dans le ventre de Harry, qui en eut le souffle coupé, saisit Dudley par son bras libre et le serra contre elle à l'en étouffer, en lui plantant des baisers d'honneur sur la joue. Harry savait parfaitement que Dudley supportait sans broncher les embrasades de la tante Marge, simplement parce qu'il était bien payé pour ça. En effet, lorsqu'elle le lâcha enfin, il serrait un gros billet de banque dans son poing de tu. « Pétunia !» s'écria la tante Marge en passant devant Harry, comme s'il s'agissait d'un porte-manteau. Les deux tantes s'embrassèrent, ou plus exactement, la tante Marge donna un grand coup de sa grosse mâchoire carrée contre la pommette osseuse de la tante Pétunia. L'oncle Vernon entra à son tour et referma la porte en offrant un sourire jovial. « Une tasse de thé, Marge ?» proposa-t-il, et Molière, qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? « Il boira un peu de thé dans ma soucoupe » répondit la tante Marge. Et ils prirent tous la direction de la cuisine, laissant Harry seul dans le vestibule avec la valise. Mais Harry ne s'en plaignait pas, trop content d'éviter la compagnie de la tante Marge,
détestait les animaux. Qui s'occupe de tes autres chiens, Marge? Demanda l'oncle Vernon. Je les ai confiés au colonel Goodpats, répondit la tante Marge de sa grosse voix. Il est à la retraite, ça lui fait du bien d'avoir quelque chose à faire. Mais je n'ai pas pu me résoudre à abandonner ce banc. Il est trop malheureux quand je suis loin de lui. Molaire se mit à grogner lorsque Harry s'assit. Pour la première fois depuis son arrivée, la tante Marge s'intéressa enfin à lui. Alors, appuyait-elle. Toujours là, toi? Oui, dit Harry. Ne dis pas oui avec ce ton désagréable, grogna la tante Marge. Tu peux t'estimer heureux que Vernon et Pétunia te gardent sous leur toit. Moi, je ne l'aurais pas fait. Si c'était devant ma porte qu'on t'avait abandonné ton berceau, tu aurais directement filé dans un orphelinat. Harry brûlait d'envie de répliquer qu'il aurait largement préféré vivre dans un orphelinat plutôt que chez les Dursley, mais la pensée de l'autorisation de sortie l'incita à se taire et il força de ses lèvres et s'étirait dans un sourire douloureux. Qu'est-ce que c'est que ce sourire insolent? Tu te moques de moi ou quoi? Tourna la tante Marge. Je vois que tu n'as fait aucun progrès depuis la dernière fois que je t'ai vu. J'espérais que l'école t'apprendrait un peu les bonnes manières. Elle avala une longue gorgée de thé, s'essuya la moustache et reprit. Dans quel collège l'as-tu envoyé, Vernon? À Saint-Brutus, répondit aussitôt l'oncle Vernon. C'est un excellent établissement pour les cas désespérés. Je connais, dit la tante Marge. Est-ce que les châtiments corporels sont encore d'usage à Saint-Brutus, mon garçon? Pensa-t-elle. L'oncle Vernon fit un bref signe de tête dans le dos de la tante Marge. Oui, dit alors à Harry. Puis, estimant qu'il valait mieux jouer le jeu jusqu'au bout, il ajouta. Il nous donne sans arrêt des coups de canne. C'est très bien, approuva la tante Marge. J'en ai assez de ces mollassons qui voudraient qu'on abolisse les châtiments corporels. Dans 99% des cas, tout s'arrangerait très bien avec une bonne correction. Et toi, tu en reçois beaucoup des coups de canne? Oh oui, dit Harry, des quantités. La tante Marge plissa les yeux. Je n'aime pas du tout ce ton, mon garçon, dit-elle. Si tu peux parler avec tellement de désinvolture des coups que tu reçois, cela signifie qu'il ne te tape pas assez fort. Pétunia, si j'étais toi, j'écrirais au directeur en insistant pour que ce garçon soit fouetté, sans la moindre faiblesse. L'oncle Vernon, craignant peut-être que Harry oublie leur marché, changea brusquement de conversation. Tu as entendu les nouvelles ce matin, Marge? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de prisonnier évadé? Tandis que la tante Marge prenait ses aises dans la maison, Harry se surprit de penser que la vie au 4 Privet Drive n'était pas si désagréable lorsqu'elle n'était pas là. La tante Pétunia et l'oncle Vernon insistaient toujours pour que Harry les laisse tranquilles, ce qui lui était ravi de faire. La tante Marge, en revanche, tenait à l'avoir devant les yeux en permanence pour pouvoir lancer de sa voix torniturante toutes sortes de suggestions destinées à améliorer son éducation. Elle prenait grand plaisir à comparer à Dudley, et rien ne l'enchantait davantage que d'acheter des cadeaux très chers à Dudley en jetant à Harry un regard féroce, comme pour le dissuader de demander pourquoi lui-même n'en recevait jamais. Elle passait également une bonne partie de son temps à ces obscures explications sur les raisons qui faisaient que Harry, un personnage aussi peu fréquentable. Ce n'était pas toi qui es le responsable de ce qu'est devenu ce garçon, Vernon, dit-elle le troisième jour, alors que la famille était en train de déjeuner. Lorsqu'il y a quelque chose de pourri à l'intérieur, personne ne peut rien y faire. Harry s'efforça de se concentrer son attention sur son assiette, mais ses mains s'étaient mises à trembler. Il sentait la colère lui empourprer les joues. Souviens-toi de l'autorisation de sortie, se dit-il. Pense aux promenades dans les rues de Préola. Ne dis rien, ne lève même pas là. La tante Marge tendit la main pour prendre son verre de vin. C'est l'un des principes de base de toute éducation, poursuivit-elle. On le voit très bien dans l'élevage des chiens. S'il y a quelque chose de tordu chez la mère, on le retrouvera la même tare chez ses chiots. À cet instant, le verre de vin que tenait Marge lui explosa dans la main. Des éclats de verre volèrent dans tous sens et la tante Marge s'ébroua comme un chien mouillé. Son visage congestionné, ruisselant de vin. Marge, couina la tante Pétunia. Marge, tu t'es fait mal.
J'ai dû serrer le verre un peu trop fort. Il est arrivé la même chose chez le colonel Courtepatte l'autre jour. Ne t'inquiète pas, Pétunia. Il faut dire que j'ai de la poigne. Mais la tante Pétunia et l'oncle Vernon regardaient Harry d'un air tellement soupçonneux qu'il estima préférable de ne pas passer de se passer de dessert et de sortir de table. Lorsqu'il fut dans le vestibule, il s'appuya contre le mur et respira profondément. C'était la première fois depuis longtemps qu'il perdait son sang-froid, et il se laissait aller à faire exploser quelque chose. Il ne pouvait pas se permettre de recommencer une telle erreur. L'autorisation de sortie n'était pas le seul enjeu. S'il continuait comme ça, il y aurait des ennuis avec le ministère de la magie. Harry était encore un sorcier de premier cycle, et les lois en usage dans le monde de la sorcellerie lui interdisaient de faire usage de la magie en dehors du collège. Il avait déjà des antécédents. L'été précédent, il avait reçu une lettre officielle l'avertissant clairement que si le ministère entendait à nouveau de phénomènes magiques se produisant dans le Private Drive, il s'exposait à être renvoyé de Poudlard. Bientôt, Harry entendit les Dursley se lever de table et se hâta de monter dans sa chambre. Harry supporta sans broncher les 3 jours suivants en se forçant à penser à son manuel d'entretien des balais chaque fois que la tante Marge s'en prenait à lui. La méthode s'était révélée efficace, bien qu'elle lui donnât sans doute un regard un peu éteint, car la tante Marge finit par émettre l'opinion définitive que ce garçon était mentalement arriéré. Enfin, au bout d'un temps qui lui avait semblé interminable, le séjour de la tante Marge arriva à sa fin. Pour son dernier soir chez les Dursley, la tante Pétunia avait préparé un dîner particulièrement raffiné et l'oncle Vernon déboucha plusieurs bouteilles d'en vin. Ils dégustèrent la soupe et le saumon sans faire le moindre allusion au défaut de Harry. Lorsqu'arriva la tarte meringuée au citron, l'oncle Vernon assomma tout le monde avec un long discours sur la Groening, la fabrique de perceuses qu'il dirigeait. Ensuite, la tante Pétunia fit du café et l'oncle Vernon sortit une bouteille de cognac. « J'espère que tu te laisseras tenter, Marge, dit-il. La tante Marge avait déjà eu beaucoup de vin et son visage joufflu était encore plus rouge que jamais. Juste un fond, minauda-t-elle. Encore un peu quand même. Un tout petit peu. Voilà, comme ça, c'est parfait. Dudley en était à sa 4e barre de tarte. La tante Pétunia buvait son café, le petit doigt en l'air. Harry aurait bien voulu disparaître dans sa chambre, mais lorsqu'il croisa le regard furieux de l'oncle Vernon, il comprit aussitôt qu'il lui faudrait rester assis jusqu'à la fin. « Ah !» soupira la tante Marge, en claquant la langue et en reposant son verre de cognac. « On peut dire que ça fait du bien par où ça passe. Moi, avec mes 12 chiens, je n'ai jamais eu le temps de faire la cuisine. Je mange toujours sur le pouce. » Elle rôta sans retenue et caressa son gros ventre, revêtu de tweed. « Excusez-moi, ça fait vraiment plaisir de voir un garçon bien bâti, reprit-elle, en adressant un clin d'œil à Dudley. Tu deviendras un bel homme costaud de dit, comme ton père. Je reprendrai bien une petite goutte de cognac, Vernon. Quant à l'autre, là... » D'un mouvement de tête, elle désigna Harry, qui sentit son estomac se contracter. Le manuel d'entretien des balais, pensa-t-il aussitôt. Il a l'air d'un petit avorton méchant, poursuivit la tante Marge. Ça arrive aussi avec les chiens parfois. L'année dernière, j'ai demandé au colonel Courtepatte d'en noyer un. On aurait dit un petit rat. Il était tout faible, complètement dégénéré. Harry s'efforçait de se rappeler la page 12 de son livre. Une formule magique pour améliorer les balais sous vitre. Comme je le disais l'autre jour, ça vient du sang, insista la tante Marge. Quand le sang est mauvais, ça ressort toujours. Je ne veux rien dire contre ta famille, Pétunia. Au bout de ses gros doigts en forme de belle, elle tapota la main osseuse de la tante Pétunia. Mais ta sœur avait une tare. Ce sont des choses qui arrivent dans les meilleures familles. Ensuite, elle s'est coquinée avec un bon à rien, et le résultat est devant nous. Harry contemplait son assiette, une étrange tintement résonnait dans ses oreilles. Empoignez fermement l'extrémité du manche de votre balai, se récita-t-il.
les yeux de son assiette et regardait ses parents avec les yeux ronds. Il ne travaillait pas, dit l'oncle Vernon, en jetant un vague coup d'œil à Harry. Il était au chômage. Je l'aurais parié, s'exclama la tante Marge. Elle but une longue gorgée de cognac et s'essuya le menton avec sa manche. Un paresseux, un bon à rien, un fainéant qui, ce n'est pas vrai, dit soudain Harry. Un lourd silence tomba. Harry tremblait des pieds à la tête. De sa vie, il n'avait jamais ressenti une telle fureur. Encore un petit verre de cognac, s'écria l'oncle Vernon, qui était devenu livide. Il vida la bouteille dans le verre de la tante Marge. « Et toi, mon garçon, siffla-t-il à l'adresse de Harry, dépêche-toi de filer au lit, allez vite. »« Non, Vernon, » occuta la tante Marge en levant la main, ses petits yeux injectés de sang fixés sur Harry. « Vas-y, mon garçon, continue. Tu es fier de tes parents, n'est-ce pas? J'imagine qu'ils étaient ivres quand ils se sont tués en voiture. »« Ils ne se sont pas tués en voiture, » l'interrompit Harry, qui s'était levé d'un bond. « Ils sont morts dans un accident de la route, espèce de sale petit menteur. Et c'est à cause de ça que tu es devenu un fardeau pour une famille honnête et travailleuse, » hurla la tante Marge, en s'eslavant de colère. « Tu n'étais qu'un petit insolent, ingrat et... » Mais soudain, la tante Marge se tut. Pendant un instant, il sembla que les mots lui manquaient. Elle paraissait gonflée d'une fureur impossible à exprimer. Mais en fait, elle enflait pour de bon. Son gros visage écarlate se boursoufla, ses yeux minuscules sortirent de leurs orbites, et sa bouche se tendit si fort qu'elle était incapable de parler. Un instant plus tard, les boutons de sa veste tweed sautèrent et rebondissaient dans les murs. Elle continua de gonfler comme un monstrueux ballon. Son ventre déchira ses vêtements. Ses doigts devinrent aussi gros que des saucissons. « Marge !» s'écrièrent ensemble l'oncle Vernon et la tante Pétunia, tandis que le corps de la tante Marge s'élevait de sa chaise en montant vers le plat. Elle était toute ronde à présent, telle une énorme bouée dotée de petits yeux porcins, avec des mains, pieds qui dépassaient étrangement comme des nageoires. Elle flottait en l'air et émettait des boing boing apocalyptiques. Molaire se précipita dans la salle à manger et se mit à aboyer comme un fou. « Non !» L'oncle Vernon saisit l'un des pieds de Marge et essaya de la ramener à terre, mais ce fut lui qui faillit s'envoler à son tour. Molaire se jeta alors sur ses mollets et y planta ses crocs. Harry se précipita hors de la salle à manger avant que quiconque ait pu l'en empêcher et fonça vers le placard sous l'escalier. Lorsqu'il se trouva devant la porte, celle-ci s'ouvrit comme par enchantement. Quelques secondes plus tard, il traîna sa grosse valise dans le vestibule, puis il monta l'escalier 4 à 4, souleva la lame de parquet et reprit la tête d'oreiller dans laquelle étaient enveloppés ses livres et ses cadeaux d'anniversaire. Il prit également la cage d'Edwidge et dévala l'escalier. Il était de retour près de sa valise lorsque l'oncle Vernon surgit de la salle à manger, sa jambe de pantalon en lambeaux. « Reviens ici tout de suite, hurla-t-il. Reviens immédiatement et rends-lui sa forme normale. » Mais Harry était aveuglé par la rage. Il ouvrit sa valise d'un coup de pied, saisit sa baguette magique et la pointa sur l'oncle Vernon. « Elle a mérité ce qui lui arrive, dit-il, la respiration précipitée, et que personne ne s'approche de moi. » À tâtons, il attrapa la poignée de la porte et l'ouvrit. « Je m'en vais, dit-il, j'en ai assez. » Un instant plus tard, il se retrouva dans la rue, sombre et silencieuse, traînant derrière lui sa lourde valise, la cage d'Edwidge sous le bras. Et voilà, on va entamer le troisième et dernier chapitre de la soirée. Je prends un petit coup et on s'y remet. C'est parti, chapitre 3. Le Magicobus. Harry parcourut plusieurs autres rues en traînant péniblement sa valise derrière lui, avant de s'effondrer hors d'haleine sur un muret de Magnolia Crescent.
Sa fureur toujours aussi vive, il resta un long moment sans bouger, à écouter les battements de son cœur. Mais au bout de 10 minutes de solitude, dans cette rue obscure, un autre sentiment s'empara de lui, la panique. Il avait beau examiner la situation sur tous les angles. Jamais il ne s'était retrouvé dans un tel pétrin. Il était dehors, seul dans le monde hostile des Moldus, sans le moindre endroit où se réfugier. Le pire, c'est qu'il avait eu recours à un puissant sortilège, ce qui signifiait qu'il serait presque certainement expulsé de Poudlard. Il avait violé, avec tant d'impudence, le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, qu'il s'étonnait de ne pas encore vu les représentants du ministère de la magie surgir devant lui. Harry frissonna et scruta Magnolia Crescent. Qu'allait-il lui arriver? Allait-il être arrêté ou simplement banni du monde des sorciers? Il pensa à Ron et Hermione et se sentit encore plus désemparé. Il était sûr que, délinquants ou pas, Ron et Hermione auraient tout fait pour l'aider, mais ils étaient tous deux à l'étranger et maintenant qu'Edwidge était parti, il n'avait plus aucun moyen de les contacter. Il n'avait pas non plus d'argent moldu. Il lui restait un peu d'or de sorcier dans son porte-monnaie au fond de sa valise, mais le reste de la fortune que ses parents lui avaient léguée se trouvait à Londres dans une chambre forte chez Gringotts, à la banque des sorciers. Et il n'aurait sûrement pas la force de traîner sa valise jusqu'à Londres, à moins que... Il regarda sa baguette magique qu'il serrait toujours dans sa main. S'il était déjà exclu de Poudlard, le rythme de son cœur s'accéléra douloureusement à cette pensée. Ce n'était pas un peu de magie supplémentaire qui aggraverait les choses. Il disposait de la cape d'invisibilité héritée de son père, alors pourquoi ne pas puiser d'un sortilège pour rendre sa valise aussi légère qu'une plume? Puis l'attacher à son balai, et enfin s'envelopper dans la cape d'invisibilité pour voler jusqu'à Londres sans être vu. Il pourrait alors prendre son argent dans la chambre forte et commencer sa vie de banni. C'était une horrible perspective, mais il ne pouvait pas rester indéfiniment assis sur ce muret. Sinon la police des Moldus finirait par venir lui demander ce qu'il faisait dehors en pleine nuit. Avec une valise qui contenait une collection de grimoires et un balai magique. Harry ouvrit la valise et fouilla dans ses affaires pour dénicher sa cape d'invisibilité. Mais avant même de l'avoir trouvée, il se redressa soudain en regardant à nouveau autour de lui. Un curieux frisson sur la nuque lui avait donné l'impression que quelqu'un l'observait. Mais la rue était déserte et il n'y avait pas de fenêtre allumée aux environs. Il commença à fouiller dans sa valise, puis il se releva presque aussitôt, la main crispée sur sa baguette magique. Il l'avait senti plus qu'entendu. Quelque chose ou quelqu'un se trouvait dans l'espace étroit entre le muret et le garage de la maison devant laquelle il s'était arrêté. Harry scruta les ténèbres de l'allée. Si seulement ce qu'il observait avait bougé, il aurait su de quoi il s'agissait. Un chat errant, quelque chose. Lumos, marmonna-t-il. Sa baguette magique projeta une lumière vive qui l'aveugla presque. Il la leva au-dessus de sa tête, et la surface crépue du muret se mit à briller sur les rayons lumineux qui éclairaient également la porte du garage. Dans l'espace qui les séparait, Harry distingua alors une silhouette massive, dotée de grands yeux scintillants. Harry recula d'un pas, trébucha contre sa valise et perdit l'équilibre. Il lâcha sa baguette qui fut projetée dans les airs sous le choc et tendit le bras en arrière pour essayer d'amortir sa chute, mais il ne put éviter de tomber brutalement dans le caniveau. Au même instant, il entendit une forte détonation et une lumière aveuglante jaillit soudain, l'obligeant à lever les mains pour protéger les yeux. Il poussa un cri et roula sur le trottoir juste à temps. Deux roues gigantesques, surmontées d'un énorme phare, s'immobilisaient dans un crissement de pneus à l'endroit précis où il était tombé un instant auparavant. En levant la tête, Harry s'aperçut que les roues appartenaient à un bus violet à double impérial qui venait de surgir du néant. Sur le pare-brise
cicatrice était écrit en lettres d'or Magicopus. Pendant une fraction de seconde, Harry se demanda si sa chute ne lui fait pas faire perdre la tête. Un contrôleur en uniforme violet sauta alors du bus en lançant une voix sonore. Bienvenue à bord du Magicobus, transport d'urgence pour sorcières et sorciers en perdition. Faites un signe avec votre baguette magique et montez. Montez, nous vous emmènerons où vous voudrez. Je m'appelle Stan Rocade et je serai votre contrôleur pour cette heure. L'homme s'interrompit. Il venait d'apercevoir Harry, toujours assis sur le trottoir. Harry ramassa sa baguette magique et se releva. De près, il s'aperçut que Stan Rocade n'était guère plus âgé que lui, et il devait avoir 18 ou 19 ans tout au plus. Ses oreilles étaient largement décollées, et il avait pas mal de boutons sur la figure. « Qu'est-ce que tu faisais par terre ?» s'étonna Stan, d'un ton qui n'avait rien de professionnel. « Je suis tombé, dit Harry. Qu'est-ce qui t'a pris ?»« Je ne l'ai pas fait exprès, répliqua Harry agacé. Il s'était tordu un genou, et la main avec laquelle il avait essayé de se rattraper était en sang. Il se rappela brusquement la raison de sa chute et tourna aussitôt la tête en direction de l'allée, entre le muret et le garage. Les phares du Magicopus l'inondaient de lumière, mais elle était vide. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda Stan. « Il y avait une grande chose noire là, » expliqua Harry, qui en montrant vaguement l'espace vide. « On aurait dit un chien, un très gros chien. » Il se tourna vers Stan qui le regardait la bouche entr'ouverte avec un sentiment de malaise. Harry vit que les yeux de Stan s'étaient posés sur la cicatrice en forme d'éclair qu'il avait sur le front. « Qu'est-ce que c'est que ce truc sur ta tête ?» demanda soudain le contrôleur. « Ce n'est rien, répondit précipitamment Harry en se lissant les cheveux pour cacher la cicatrice. Si le ministère de la Magie était à sa recherche, il n'avait pas envie de lui faciliter la tâche. « Tu t'appelles comment ?» interrogea Stan. « Neville Londubat » répondit Harry en donnant le premier nom qui lui était venu à l'esprit. « Alors comme ça, ce bus va où on veut ?» poursuivit-il en espérant de changer de sujet. « Bonne nuit, Jessie, moi j'ai un coup de barre là d'un coup. C'est compliqué, je vais finir mon chapitre et au dodo. Je m'endors moi-même, c'est magnifique. Repose-toi bien en tout cas et merci pour tout à l'heure. » Ouais, dit fièrement Stan, absolument où on veut, à condition que ce soit sur la terre ferme. Il ne roule pas sous l'eau. Mais dis donc, continua-t-il d'un air soupçonneux. Tu nous as fait signe, pas vrai? Tu as agité ta baguette magique, c'est bien ça? Oui, oui, dit rapidement Harry. Combien ça coûte d'aller à Londres? 11 morny, putain, j'arrive plus, je ne l'ai bougé. Morny, répondit Stan. Tu as droit à une tasse de chocolat chaud en plus. Et pour 15, on te donne une bouteille d'eau chaude et une brosse à dents de la couleur de ton choix. Harry fouilla à nouveau sa valise et retira son porte-monnaie et fourra quelques pièces d'argent dans la main de Stan. Avec l'aide du contrôleur, il hissa sa valise dans l'autobus, posa au-dessus la cage des Louitch, puis monta dans le bus. À l'intérieur, il n'y avait pas de siège. Ils avaient été remplacés par des lits en cuivre, alignés derrière les fenêtres masquées par les rideaux. Des bougies brûlaient dans des chandeliers, illuminaient les parois lambrisées du véhicule. À l'arrière, un minuscule sorcier, coiffé d'un bonnet de nuit, marmonna. « Non, merci, pas maintenant. Je fais des conserves de limaces. »« Merci, Pikachu. » Puis il se retourna dans son sommeil. J'ai une page qui est collée. Installe-toi là, murmura Stan en poussant la valise de Harry sous le lit situé derrière le conducteur du bus, assis dans un fauteuil de salon devant son volant. Voici notre chauffeur, il s'appelle Ernie Dalmur. Ern, je te présente Neville Londubat. Ernie Dalmur, un vieux sorcier aux épaisses lunettes, adressa un signe de tête à Harry, qui lissa ses cheveux d'un geste fébrile pour bien cacher sa cicatrice et s'assit sur son lit. On peut y aller, dit Stan.
place dans un autre fauteuil de salon, à côté du chauffeur. Il y a eu une nouvelle détonation assourdissante, et Harry bascula en arrière, déséquilibré par le démarrage en trompe du Magicobus. Il se redressa et regarda à travers la vitre à présent. L'autobus filait le long d'une toute autre rue, très différente de celle qu'il venait de quitter. Stan prenait grand plaisir à observer l'expression stupéfaite de Harry. C'est là qu'on était avant que tu nous fasses signe, dit-il. Où on est? Quelque part au Pays de Galles, non? Ouais, répondit Ernie. Comment ça se fait que les moldus n'entendent pas le bus? S'étonna Harry. Dit Stan d'un ton méprisant. Ils ne savent pas écouter. Savent pas regarder non plus d'ailleurs. Ne font jamais attention à rien, jamais. Il faudrait réveiller Monsieur Dumaret, dit Stan, dit Ernie. On va arriver à Obergrävny dans une minute. Stan passa devant Harry et disparut dans un étroit escalier aux marches de bois. Harry, de plus en plus nerveux, continuait de regarder par la fenêtre. Ernie ne semblait pas très bien maîtriser l'usage d'un volant. Le Magicobus ne cessait de monter sur les trottoirs et pourtant, il ne heurtait aucun obstacle. Les réverbères, les boîtes aux lettres et les poubelles s'écartaient d'un bond à son approche et reprenaient leur place quand il était passé. Stan redescendit, suivi d'une sorcière au teint légèrement verdâtre, emmitouflée dans une cape de voyage. « Vous êtes arrivée, Madame Dumaret » dit Stan d'un ton joyeux. Ernie écrasa le frein, et tous les lits glissèrent d'une trentaine de centimètres vers l'avant du bus. Madame Dumaret plaqua un mouchoir contre sa bouche et descendit les marches d'un pas mal assuré. Lorsqu'elle fut sortie du bus, Stan jeta sa valise derrière elle, puis referma les portières d'un geste vigoureux. Merci pour le raid, je crois, mais c'est pas affiché, c'est bizarre. Il y eut et bonjour et coucou, installez-vous bien. Il y eut une nouvelle détonation et ils foncèrent le long d'un étroit chemin de campagne porté d'arbres qui s'écrasaient pour les laisser passer. Même s'ils ne s'étaient pas trouvés dans un autobus qui n'arrêtait pas d'exploser, au sautant de centaines de kilomètres d'un coup, Harry aurait été incapable de dormir. Il ne cessait de se demander ce qui allait lui arriver, et son estomac se contractait douloureusement à cette pensée. Il se demandait également si les Dursley avaient réussi à faire redescendre la tente marche du plafond. Stan avait ouvert la cassette du sorcier et la lisait attentivement, la langue entre ses dents. À la une, la photo d'un homme au visage émincié et aux longs cheveux emmêlés clignait lentement du coin de l'œil en direction de Harry. Ce visage lui disait vaguement quelque chose. « Cet homme !» s'exclama soudain Harry. Les moldus en ont parlé à la télé. Stanley jeta un coup d'œil à la photo et bouffa de rire. « Sirius Black !» dit-il en hochant la tête. « Bien sûr que les moldus en ont parlé. D'où tu sors ?» Devant l'expression interdite de Harry, il eut un petit rire supérieur et lui tendit la première du journal. « Tu devrais lire les journaux plus souvent en ville, lança-t-il. Harry approcha le journal de la bouche et lut. Black, toujours introuvable. Sirius Black, qui peut prétendre au titre du plus infâme criminel jamais détenu à la forteresse d'Azkaban, échappe toujours aux recherches, nous confirme aujourd'hui le ministre de la Magie. Nous faisons notre possible pour capturer Black, nous a déclaré ce matin Cornelius Fudge, le ministre de la Magie, et nous demandons instantanément à la communauté de sorcières et sorciers de rester calme. Fudge a été critiqué pour certains membres de la Confédération internationale des mages et sorciers pour avoir informé de la situation le Premier ministre Moldu. Il est clair que c'était de mon devoir, a déclaré Cornelius Fudge dans une certaine irritation. Black est un fou et il représente un danger pour quiconque se trouve en sa présence, sorcier ou moldu. J'ai obtenu du Premier ministre l'assurance qu'il ne dirait pas qui que ce soit de la véritable identité de Black. D'ailleurs, nous ne nous y trompons pas. Qui le croirait si jamais il le faisait? Bah ça va et toi? Les moldus ont été avertis que Black était armé d'un pistolet, sorte de baguette magique dont les moldus se servent pour s'entretuer.
mais que ce ne craint que la communauté de sorcières et sorciers. C'est un massacre tel que celui qui s'était produit il y a 12 ans, lorsque Black a tué 13 personnes d'un seul coup en lançant un seul sort. Harry regarda les yeux sombres de Sirius Black, la seule partie de son visage déchargée qui semblait vivante. Harry n'avait jamais rencontré de vampire, mais il en avait vu en photo dans les cours de défense contre les forces du mal, et Black, avec ses joues cireuses, avait l'air d'en être un. Il fait peur, pas vrai, dit Stan qui observait Harry. Il a vraiment tué 13 personnes, demanda Harry, en lui rendant le journal, en jetant un seul sort. Oui, dit Stan, en plein jour et devant témoin. Ça a fait une de ces histoires, pas vrai? Ouais, dit d'un air sombre. Stan pivota dans son fauteuil, les mains derrière la nuque, pour mieux voir Harry. Black était un grand partisan de tu sais qui, dit-il. Quoi? De mort, répondit machinalement Harry. Les boutons qui constellaient le visage de Stan devinrent livides. Ernie sursauta, donnant un coup de volant si brutal qu'une ferme tout entière dut s'écarter d'un bond pour éviter le bus. Tu deviens fou, quoi, s'écria Stan. Qu'est-ce qui te prend de prononcer son nom? Désolé, répondit précipitamment Harry, j'avais oublié. Oublié, dit Stan d'une voix éteinte. J'en ai le cœur qui bat la chamane. Alors, donc, Black était un partisan de tu sais qui, reprit Harry d'une tonde escute. Ouais, dit Stan, en se frottant la poitrine. Il en était même très proche. Et quand le petit Harry Potter a démoli tu sais qui? D'un geste vif, Harry ramena sa mèche sur sa cicatrice. Tous les partisans de tu sais qui ont été traqués par Vraerne. La plupart savaient bien que c'était fini pour eux. Maintenant qu'ils n'étaient plus là, ils se sont tous tenus tranquilles, sauf Sirius Black. D'après ce qu'on m'a dit, il pensait qu'il allait devenir son bras droit, quand tu sais qui aurait pris le pouvoir. Finalement, ils ont réussi à coincer Black au milieu d'une rue pleine de moldus. Alors, il a sorti sa baguette magique et il a jeté un sort qui a dévasté la moitié de la rue. Un sorcier et 12 moldus ont été tués sur le coup. Horrible pas. Et tu sais ce que Black a fait après, ajouta Stan d'un ton dramatique. Quoi? Demanda Harry. Il a éclaté de rire, reprit Stan. Il est resté là, debout, à rigoler. Et quand les renforts du ministère de la magie sont arrivés, il les a suivis sans résister en continuant à rire comme un bossu. Parce qu'il est fou. Pas vrai, il est fou. S'il ne l'était pas en arrivant à Azkaban, il l'est sûrement devenu, dit Ron, d'une voix très lente. Je préférais me faire exploser plutôt que de mettre les pieds là-bas. En tout cas, c'est bien fait pour lui après ce qu'il a fait. Et ils ont eu du travail pour maquiller tout ça, pas vrai, Ron, poursuivit Stan. Une entière ravagée avec des cadavres moldus un peu partout. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme explication déjà, Ron? Explosion de gaz, grommela Ernie. C'est ça, et maintenant il s'est évadé, reprit Stan en contemplant à nouveau le visage émacié de Sirius Black. C'est la première fois qu'un prisonnier arrive à s'échapper d'Azkaban, pas vrai, Ron? Comprends pas comment il s'y est pris. Ça fait peur, non? En tout cas, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de chances de se tirer face au gardien d'Azkaban, pas vrai, Ron? Il me stresse à toujours dire ça. Ron d'un secoué d'un frisson. Tu ne voudrais pas parler d'autre chose, Stan? Sois gentil, rien que de penser au gardien d'Azkaban. J'en ai mal au ventre. Stan reposa le journal à contre-cœur et Harry s'appuya contre la vitre du bus, plus inquiet que jamais. Il ne pouvait s'empêcher d'imaginer ce que Stan disait à ses passagers dans quelque temps. Vous avez entendu cette histoire sur Harry Potter? Il a gonflé sa tante comme une montgolfière. On l'a ramassé dans le magicobus, pas vrai? Il essayait de s'échapper. Harry aussi avait violé les lois des sorciers, tout comme Sirius Black. Transformer sa tante en ballon. Constituait-il un délit suffisamment pour l'envoyer à Azkaban? Harry ne savait rien de la prison des sorciers, mais chaque fois que l'on lui en avait parlé, c'était avec la même terreur dans la voix. Hagrid, le garde-chasse de Poudlard, y avait passé 2 mois l'année précédente, et Harry n'était pas prêt d'oublier son expression épouvantée quand on lui avait annoncé qu'on allait l'y emmener. Hagrid était pourtant l'un des
des hommes les plus courageux que Harry ait jamais rencontrés. Et bonsoir, installe-toi bien. Le Magicobus roulait dans l'obscurité, écartant sur son passage porte lumineuse, cabine téléphonique, arbre puissant. Accablé, Harry entendit son lit de plumes se tourner et se retourner dans tous les sens. Au bout d'un moment, Stan se rappela que Harry avait payé d'avance une tasse de chocolat chaud. Il la lui apporta, mais renversa tout sur l'oreiller lorsque le bus passa brutalement d'Oxley au Pays de Galles, à Ardenne en Écosse. Un par un, des sorcières et des sorciers, vêtus de chemises de nuit et chaussés de pantoufles, descendaient des étages supérieurs et semblaient enchantés de quitter enfin le Magicobus. Bientôt, Harry resta le seul passager. Alors, Neville, dit Stan en joignant les mains, où est-ce qu'on te laisse à Londres? Sur le chemin de traverse, répondit Harry. On y va, dit Stan. Attention, tiens-toi bien. Bang! Après une nouvelle détonation, le Magicobus retrouva dans Charing Cross Road. Harry se redressa sur son lit et regarda les immenses et les immeubles et les bancs publics se serrer sur son passage pour lui laisser la voie libre. Le ciel commençait à s'éclaircir. Harry avait l'intention de se cacher quelque part pendant des heures, puis d'aller à Gringotts dès l'ouverture. Ensuite, il s'enfuirait quelque part, il ne savait où. Merci Pikachu, fais boire un coup. Herbe écrasa la pédale de frein et le Magicobus s'arrêta dans un long dérapage devant un pub d'aspect miteux. C'était le chaudron baveur, au fond duquel se trouvait la porte magique qui permettait d'accéder au chemin de traverse. Merci, dit Harry à Ern. Il sortit du bus et aida Stan à descendre sa valise et la cache d'Edwidge sur le trottoir. Bon, eh bien, au revoir, dit Harry. Mais Stan ne lui prêta aucune attention. Les yeux exorbités, il regardait fixement l'entrée obscure du chaudron baveur. Te voici arrivé, Harry, dit alors une voix. Avant que celui-ci ait le temps de se retourner, une main se posa sur son épaule. Ça alors, s'exclama Stan. Ern, viens voir ça, viens voir. Harry tourna la tête, qui appartenait la main posée sur son épaule, et il eut soudain l'impression d'avoir avalé des seaux de glaçons. Il s'agissait de Cornelius Fudge, le ministère de la magie en personne. Stan sauta sur le trottoir. « Comment avez-vous appelé Neville, monsieur le ministre ?» demanda-t-il d'un ton surexcité. Fudge, un petit homme replet, vêtu d'une longue cape à fine rayure, semblait épuisé et frigorifié. « Et merci pour le nouveau follow, installe-toi bien. » Neville, répéta Fudge en fronçant les sourcils. « C'est Harry Potter. » Je le savais, s'écria Stan d'un air ravi. Ern, devine qui est Neville. C'est Harry Potter, j'ai vu sa cicatrice. C'est ça, dit Fudge, agacé. Je suis ravi que le Magicobus ait amené Harry jusqu'ici. Mais lui et moi, nous aurions besoin d'être un peu tranquilles à présent. Et merci, installe-toi bien. Fudge serra l'épaule de Harry et l'entraîna à l'intérieur du pub. Une silhouette voûtée, portant une lanterne, se dessina derrière le bar. C'était Tom, le patron, un vieil homme édenté à la porrité. « Ah, vous l'avez trouvé, monsieur le ministre » s'exclama-t-il. « Vous voulez boire quelque chose? Une bière, un cognac ?»« Une tasse de thé plutôt, » répondit Fudge, qui tenait toujours Harry par les bras. Stan et Ernie apparurent alors dans la valise de Harry, ainsi que la cage d'Edwidge. Tous deux jetaient alentour des regards brillants de curiosité. « Comment ça se fait que tu ne nous aies pas dit qui tu étais ?» lança Stan, le visage rayonnant, tandis que la tête du hibou terni jetait un regard intéressé par-dessus l'épaule de son collègue. « Il nous faudrait aussi un salon privé, Tom, dit sèchement Cornelius Fudge. D'un signe de la main, le patron du pub invita le ministère à le suivre dans le couloir derrière le bar. « Au revoir, dit Harry,
jaillit aussitôt dans la cheminée. Il sortit alors de la pièce en s'inclinant respectueusement. Assieds-toi, Harry, dit Fudge en montrant un fauteuil auprès du feu. Harry s'exécuta malgré la chaleur des flammes. Il sentait des frissons lui parcourir le corps. Fudge enleva sa cape à rayures et la jeta sur une chaise. Puis, il remonta soigneusement les plis de pantalon de son costume vert bouteille et s'assit en face de Harry. Merci, c'est super gentil. T'inquiète pas, ça va. Après, il est tard aussi, mais j'ai endormi pas mal de personnes déjà. Harry, je me présente. Je suis Cornelius Fudge, le ministre de la magie. En plus, moi aussi, je suis très fatigué là. Je vais finir mon chapitre et aller me coucher, je crois. Bien entendu, Harry le savait déjà. Il avait eu l'occasion de voir Fudge un jour, mais comme il portait alors la cape d'invisibilité que le lui avait légué son père, le ministre n'en avait jamais rien su. Tom réapparut avec un plateau sur lequel étaient disposées des tasses, une théière et des petits pains. Il posa le plateau sur la table entre Fudge et Harry et quitta le salon en refermant la porte derrière lui. Eh bien, dit Fudge en versant le thé dans les tasses, on peut dire que tu nous as fait une belle peur. T'enfuir ainsi de chez ton oncle et ta tante. Je commençais à me demander... Bien, tu es sauf, c'est l'essentiel. Fudge se beurra un petit pain et poussa l'assiette vers Harry. Mange, Harry, dit-il d'un ton exténué. Tu seras peut-être content d'apprendre que nous avons mis un terme au gonflement intempestif de Miss Marjorie Dursley. Deux représentants de la brigade de réparation des accidents de sorcellerie ont été envoyés à Plymouth Drive. Il y a quelques heures, Miss Dursley a été perdue et un sortilège d'amnésie a été pratiqué. Elle ne gardera aucun souvenir de l'incident, qui est donc définitivement clos. Je suis désolé, mais j'ai l'image en tête et du coup ça me fait rire. Par-dessus sa tasse de thé, Fudge adressa un sourire à Harry, dans l'attitude d'un oncle bienveillant face à son neveu. Harry, qui n'en croyait pas ses oreilles, ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais il ne trouva rien et commença à prononcer le moindre mot. Bonne nuit, Pikachu, merci d'être resté. Tu t'inquiètes sans doute de la réaction de ton oncle et de ta tante, reprit Fudge. Ils sont très en colère, inutile de le nier, mais ils ont quand même accepté de te reprendre chez eux l'été prochain, à condition que tu restes à Poudlard pour les vacances de Noël et de Pâques. Harry retrouva l'usage de la parole. Je reste toujours à Poudlard à Noël et à Pâques, dit-il. Et de toute façon, je ne veux plus jamais retourner à Plymouth Drive. Allons, allons. Je suis sûr que tu ne diras plus la même chose quand tu te seras calmé, répondit Fudge d'un ton préoccupé. Après tout, ils sont ta seule famille, et je suis convaincu que vous vous aimez beaucoup les uns les autres, et au fond de vous-même. Harry ne songea même pas à le démentir. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir ce qui allait lui arriver maintenant. Reste à décider où tu vas passer tes 3 dernières semaines de vacances, poursuivit Fudge en se beurrant un deuxième petit pain. Je suggère que tu prennes une chambre ici au chaudron et... Ben oui, c'est sérieux, une femme qu'on fait pas de ballon. Aïe aïe aïe. Attendez, l'interrompit Harry. Qu'est-ce que je vais avoir comme punition? Fudge cligna des yeux. Comme punition. J'ai violé la loi, dit Harry. Le décret de la restriction de l'usage chez la magie des sorciers de premier cycle. Voyons, mon garçon, nous n'allons pas te punir pour une petite chose comme ça, s'exclama Fudge, en agitant son petit pain d'un geste d'impatience. Ce n'était qu'un accident. Bisous, Pikachu. On ne va quand même pas envoyer quelqu'un à Azkaban simplement parce qu'il a gonflé sa tente comme un ballon. Mais Harry était bien placé pour savoir qu'on ne tenait jamais de tels propos au ministère de la magie. L'année dernière, j'ai reçu un avertissement, simplement parce qu'un elfe de maison avait jeté un gâteau par terre dans la cuisine de mon oncle, rappela-t-il en fronçant les sourcils. Et le ministère de la magie a dit que je serais renvoyé de Poudlard si un phénomène magique se reproduisait là-bas. Harry eut alors la très nette impression que Cornelius Fudge se sentait soudain mal à l'aise. Les circonstances peuvent changer, Harry, dit-il. Nous devons de prendre en considération, dans le climat actuel, tu n'es pas cherché à être renvoyé, n'est-ce pas? Bien sûr que non.
Dans ce cas, pourquoi faire tant d'histoire, dit Fudge en éclatant de rire. Tiens, prends donc un petit bain, pendant que je vais voir si Tom a une chambre de libre pour toi. Les yeux ronds, Harry regarda Fudge sortir de la pièce. Il se passait quelque chose d'extrêmement étrange. Pourquoi Fudge l'avait-il attendu au chaudron baveur, sinon pour le punir de ce qu'il avait fait? Et d'ailleurs, comment se faisait-il que le ministre de la magie se déplace en personne pour s'occuper d'une histoire qui concernait un sorcier de premier cycle? Fudge revient en compagnie de Tom. La chambre 11 est libre, Harry, dit Fudge. Je pense que tu y seras très bien. Il y a simplement une règle à observer. Je suis sûr que tu comprendras très bien. Je ne veux pas que tu ailles te promener à Londres côté Moldu, d'accord? Reste sur le chemin de traverse et rentre toujours ici avant la tombée du jour. Je confie à Tom le soin de te surveiller. Merci, c'est gentil. Voilà, je commence à bafouiller pas mal. C'est la fatigue. C'est entendu, dit lentement Harry. Mais pourquoi? On ne veut pas que tu te perdes une deuxième fois, tu comprends, répondit Fudge en riant de bon cœur. Il vaut beaucoup mieux savoir où tu te trouves. Fudge s'éclaircit bruyamment la gorge et prit sa cape à rayures. Bon, je m'en vais, dit-il. J'ai beaucoup de choses à faire. Vous avez réussi à repérer Black? Demanda Harry. Les doigts de Fudge glissèrent soudain sur le bouton d'argent de sa cape. Qui ça? Ah, oui. Tu as entendu parler de cette histoire? Non. Pour l'instant, on ne sait pas où il est, mais ce n'est qu'une simple question de temps. Les gardiens d'Azkaban n'ont jamais connu d'échec, et je ne les ai jamais vus aussi furieux. Fudge eut un léger frisson. Eh bien, au revoir, dit-il. Il serra la main de Harry, qui eut une idée soudaine. Monsieur le ministre, puis-je vous demander quelque chose? Mais certainement, répondit Fudge avec un sourire. Les élèves de 3e année sont autorisés à visiter Préolard, mais mon oncle et ma tante ne m'ont pas signé mon autorisation de sortie. Est-ce que vous pouvez le faire à leur place? Fudge sembla mal à l'aise. Ah, non, désolé Harry. Mais comme je ne suis ni un parent ni un tuteur... Mais vous êtes le ministre de la magie, dit précipitamment Harry. Si vous me donniez la permission... Non, je suis navré Harry, mais le règlement c'est le règlement. Tu pourras peut-être visiter Préolard l'année prochaine. Bah super, tant mieux. Bah en tout cas, j'en fais pas mal, enfin pas mal. J'en fais 2 fois par semaine de la lecture chuchotée, ça t'intéresse? Sauf cette semaine, j'en fais 4 fois. Parce que je travaille de nuit, du coup je rentre trop tard pour des jeux. En fait, je crois que ce sera mieux pour toi si tu... Enfin, bon, je m'en vais. Amuse-toi bien, Harry. Fudge sourit et lui serra à nouveau la main avant de sortir de la pièce. Tom s'avança alors vers Harry, le visage rayonnant. Si vous voulez bien me suivre, monsieur Potter, dit-il, j'ai déjà monté vos bagages. Harry suivit Tom dans une élégante escalier, puis jusqu'à une porte à laquelle une plaque de cuivre portait le numéro 11. L'aubergiste tourna la clé dans la serrure et ouvrit la porte. Le lit avait l'air confortable, les meubles de chêne étaient soigneusement cirés, un feu brûlait dans la cheminée. Et perché sur une armoire, il y avait Edwidge, s'exclama Harry. La chouette au plumage de neige fit claquer son bec et vint se poser sur le bras de Harry dans un bruissement d'ailes. Vous avez une chouette très intelligente, gloussa Tom. Elle est arrivée 5 minutes après vous. Si vous avez besoin de quelque chose, monsieur Potter, n'hésitez pas à m'appeler. Il s'inclina et sortit. Harry resta longtemps, assis sur le lit à caresser machinalement Edwidge. Au dehors, le ciel changeait rapidement de couleur, passant d'un bleu sombre et voûté à un gris d'acier, puis se teinta d'une nuance rose parsemée d'or. Harry avait du mal à croire que, quelques heures auparavant, il était encore à Privet Drive. Mieux, il ne serait pas renvoyé de Poudlard, et il allait passer 3 semaines tranquilles loin des Dursley. C'était une drôle de nuit, Edwidge, dit-il en bâillant. Sans même enlever ses lunettes, il se laissa alors tomber sur l'oreiller et s'endormit aussitôt. Et voilà,
Donc je commencerai à 23h30 comme d'habitude et puis on fera 2 ou 3 chapitres. Je crois que j'ai prévu 2 chapitres mais on pourra peut-être en faire plus, on verra. Voilà, voilà. Et ben merci à tous les nouveaux follow, pardon. Merci pour les raids, merci pour les reads. Merci, c'est gentil.